Bonjour Julien. Salut Yann. Alors j'ai vraiment la chance de pouvoir avoir avec moi aujourd'hui Julien Musy, leader inspiré et qui a développé des techniques pour pouvoir bien développer votre entreprise sur le web. Mais il va l'expliquer mieux que moi et donc je lui laisse nous raconter son histoire. Vas-y Julien. En combien de temps? En 10 secondes, une minute, 15 minutes, une heure? Ah, écoute, tu nous fais l'elevator pitch ou tu nous l'as fait la version longue? Ah, ça dépend, dis-moi. Il y a plein de choses à raconter. Ben, écoute, prends le temps qu'il te faut, au moins 3-4 minutes pour nous expliquer ce que tu fais, qui tu es, d'où tu viens, etc. C'est Ok. super intéressant. Ok, je m'appelle Julien Musy. Du coup, aujourd'hui, j'ai un groupe. On a un groupe d'entreprises. À la base, j'avais juste une entreprise qui s'appelait Leader de ton marché. Et puis récemment, on s'est rendu compte que pour grandir et aller encore plus loin, bah, c'était intéressant de racheter des autres entreprises et de grandir comme ça. Donc aujourd'hui, toutes nos entreprises ont pour mission sous des formes différentes, mais d'aider les entrepreneurs à vivre la vie la plus riche et la plus inspirée possible. Quand je dis riche et inspiré, c'est riche. L'argent, c'est une forme de richesse, mais c'est pas la richesse. On accompagne nos clients sur comment gagner plus d'argent, comment scaler leur business, mais aussi sur comment mettre leur entreprise au service de leur vie et pas l'inverse. Parce que beaucoup d'entrepreneurs en fait, l'ont fait pour être libres. Ils ont un jour développé un business dans l'idée d'être libre. En fait, ils se sont créés une nouvelle prison. Et nous, on aide du coup les entrepreneurs à vivre la vie qu'ils désiraient lorsqu'ils ont bâti leur entreprise, qui est souvent pas là où ils sont arrivés. Justement, par rapport à ça, comment est-ce que tu en es arrivé là, toi personnellement? Yes. Euh, il s'est passé beaucoup de choses, mais pour faire relativement court, j'étais sportif de haut niveau de l'âge de 12 ans à 16 ans et demi, 17 ans. J'ai été champion de France 2 années de suite en tennis, 14 et 15 ans. Et du coup, ma vie, c'était le tennis. Tu vois. Je m'entraînais à 7-8 heures par jour. Je n'allais pas à l'école. Je faisais le CNED et tout ça. Je voyageais beaucoup pour faire des tournois, pour faire tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 16 ans et demi, euh, il y a eu différents facteurs qui ont fait que une blessure, moins d'envie, plein de choses qui ont fait que j'ai arrêté le tennis. Du coup, je suis rentré en terminale. J'ai fait ma terminale au lycée. Et là, j'ai commencé à me faire chier à mourir dans cette vie parce que j'avais vécu une vie qui était ultra intense, tu vois, qui était de voyager, de faire la rencontre de certaines personnes, de vivre vraiment beaucoup d'intensité avec le sport de haut niveau, tout ça. Et là, j'arrive dans une vie qui est plate. Je me mets à moitié à déprimer, en fait, je me fais un peu chier, tout ça. Et je sais pas trop quoi faire de ma vie. Finalement, je décide de faire des études de finance, plus parce que je dois les faire, entre guillemets. Je veux dire, je ne l'ai pas vraiment choisi, c'est plus par défaut, c'est le truc le moins pire par rapport à comment je perçois le monde à ce moment-là. Et je fais un master de finance, mais pendant toutes ces années, je me fais chier. À la fin de mon master, je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire en fait? Et là, en parallèle, je développais un blog sur la cuisine et la pâtisserie, mais c'était pas, tu vois, aujourd'hui, beaucoup de monde savent que tu peux gagner de l'argent avec un blog, que tu peux l'utiliser pour développer un business, pour tout ça. En 2000, j'ai commencé le blog en 2009 ou 2010. À cette époque-là, c'était plus un truc qui était une passion, un partage, mais j'avais jamais gagné de l'argent. J'avais des dizaines de milliers de visites par mois dessus, mais j'avais jamais gagné de l'argent avec. Je ne savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent. Tu vois. Et puis, à la fin de mes études, j'ai une société de production au Japon qui me contacte, qui me dit, on a vu votre blog, c'est génial, on est en train de réaliser un documentaire sur la gastronomie japonaise et le scénario, c'est qu'un Français vienne au Japon et découvre toute cette gastronomie japonaise. Je dis, waouh, trop cool. Et donc, je pars un peu plus d'un mois au Japon, justement, pour aller rencontrer tous les plus grands chefs japonais. Et ça, c'est juste à la fin de mon stage de fin d'études. Théoriquement, quand je fais ce mois et demi et quand je rentre, je dois prendre ce CDI à la banque. Sauf que là-bas, au Japon, en fait, je rencontre plein de chefs et tu sais, le milieu de la cuisine, c'est un milieu où les gens sont passionnés. Les gens travaillent 20 heures par jour, ils sont passionnés. Et j'en rencontre deux, trois. Et en fait, à chaque fois, je me dis, putain, ils ont l'air tellement passionnés. Moi, je vais rentrer et je vais me faire chier dans ma vie, tu vois. Et je me dis, OK, je ne peux pas vivre une vie qui va être plate, une vie qui ne m'inspire pas, une vie qui ne m'intéresse pas. Et du coup, je suis au Japon et là, je décide d'envoyer un mail à la banque qui m'a proposé un CDI et juste de leur dire, bah, finalement, je ne le prendrai pas. Et chercher un autre candidat. Tu vois. Et du coup, là, je rentre en France un mois plus tard et je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai aucune idée. Je sais juste ce que je ne veux pas faire, mais j'ai aucune idée de ce que je veux faire de ma vie.
Et à ce moment-là, j'ai une amie qui a lancé sa boîte en tant qu'agence, dans la relation presse, et elle cherche un assistant. Donc dans la gastronomie, tu vois, relation presse gastronomie. Donc je me dis, ok, on va prendre ça, on va faire ça, ça m'intéresse. Du coup, je fais ça, je gagne 500 euros par mois, voilà, je suis payé au lance-pierre et tout, mais au moins je fais ce que j'aime à ce moment-là. Et puis il se passe 2, 3 mois et je commence à sentir que la relation avec elle, j'aime pas trop. Euh, et en parallèle, je découvre sur Internet le développement personnel, je découvre que tu peux gagner de l'argent avec un blog, je découvre tout ça et je me dis, waouh, c'est dingue, ça se trouve, je peux prendre mon blog et je peux en faire un business en fait. Je pourrais faire des formations sur la pâtisserie pour les gens ou sur la cuisine pour les gens. Et quand je raconte ça, tout le monde me prend pour un fou autour de moi, tu vois. Genre, je suis dans un milieu de finance, finance de marché, tout le monde me prend pour un fou en mode, oui, tu vas vendre des formations sur la pâtisserie sur Internet, c'est ça? Et je leur dis, ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, j'achète une première formation, j'applique tout ce qu'il dit et un mois plus tard, je fais mon premier lancement et je fais 7 000 euros en 4 jours. Waouh. Et 7 000 euros en 4 jours, aujourd'hui, ça peut paraître peu, mais pour moi, à ce moment-là, je vis chez ma mère, je suis encore étudiant. Euh, c'est énorme, en fait, tu vois. Et je me dis, OK, ça marche vraiment, ce truc. Et derrière, j'automatise un peu les choses et tout. Et en fait, le truc derrière, il génère 2 000 euros tous les mois. Et moi, 2 000 euros, pour moi, c'est nickel, hein. Je veux dire, c'est beaucoup d'argent. À cette époque-là, je n'ai pas vraiment de besoin. Je vis chez ma mère, je n'ai pas de loyer. Je me dis, je suis riche, quoi. Et, et ce qui se passe, c'est que derrière, je me forme au développement personnel. Ça m'intéresse parce qu'à cette époque-là, je suis vraiment mal dans ma peau, tout ça. Et un jour, j'assiste à un séminaire de développement personnel et là, je me vois en train de... À l'époque, mon message, c'est... Enfin, ce qui me touche, c'est le fait de vivre de sa passion parce que forcément, pour moi, c'était une bataille de vivre de ce que j'aime, tu vois. Et, et je me vois dans ce séminaire en train de parler devant 1000 personnes, tu vois, et de parler du fait que tout est possible et d'être conférencier et d'inspirer les gens avec ça. Mais à cette époque-là, dans ma vie, il n'y a aucune évidence de ça. Tu vois, je suis hyper timide, hyper renfermé sur moi-même. Mais cette vision, elle est quand même là de vouloir inspirer les gens. Tu vois. Et le lendemain, je décide de m'inscrire dans une école de coaching. En parallèle, je me forme sur comment tu fais des conférences, comment tu fais tout ça. Et là, je me dis, OK, j'ai envie de faire ça en parallèle de la pâtisserie. J'ai envie aussi d'aider les gens à trouver ce qui les passionne et faire ça. Et quelques semaines plus tard, je fais ma première conférence. Tu vois, bon, il y a 4 ou 7 personnes dans la salle. Tu vois, il y a moins de 10 personnes dans la salle. Tes Mais pour cousins, moi, c'est... Comment? tes cousins. Ouais, ouais, il y a 3 amis, mais pour moi, c'est cool quand même, tu vois. Il y a quand même 2 inconnus, 2 personnes que je connais pas, qui m'ont trouvé sur Internet et tout. Et pour moi, c'est super cool, tu vois, ça a du sens. Je fais ce que j'aime. Bon, je gagne pas beaucoup d'argent, mais je gagne de quoi vivre. Et pour moi, c'est tout ce qui compte à ce moment-là. Faire quelque chose qui a du sens et avoir de quoi vivre, mais j'ai pas du tout l'intention de gagner beaucoup d'argent. Et les semaines passent. Et puis au bout d'un moment, je me dis, putain, je mets quand même beaucoup d'efforts pour développer cette activité et j'ai pas de résultat. Je me dis, comment ça se fait? Et en fait, je me rends compte que j'ai pas de niche, que tu vois, tout le monde parle de développement personnel, mais que si tu n'as pas de niche, ben ça marche pas en fait. Tu vois, es juste un généraliste et tu te différencies pas. Et je me dis, ok, qu'est-ce qui me différencie dans ma vie? Comment je peux trouver un positionnement qui est différent? Et là, je me dis, ok, bah, j'ai été sportif de haut niveau. Peut-être que tout ce truc de préparation mentale, de visualisation, de coaching, peut-être que je pourrais l'appliquer à des sportifs de haut niveau parce que j'ai été numéro 1 français, pourtant on m'a jamais appris tout ça. Comment ça se fait, tu vois? Et là, je décide de lancer du coup un site internet qui s'appelle mentaldacier.com sur lequel j'accompagne les sportifs de haut niveau, les tennisman spécifiquement, à se libérer du stress en match, pouvoir jouer le même tennis en match qu'un entraînement. Et ça, très vite, ça marche bien, tu vois. Je mets en place de la publicité Facebook, je mets en place un tunnel de vente, tout ça. Et en fait, au bout de 4, 5 mois, ça génère presque 10 000 euros par mois, tu vois, de profit. Et là, je me dis, waouh, trop cool. Et à cette époque-là, tu vois, je suis en coloc et les choses sont faciles. Donc, à ce moment-là, j'ai ma source de revenus pâtisserie, j'ai ma source de revenus mental d'acier. Je me dis, bah tiens, ça, je vais pouvoir aussi l'automatiser. En quelques semaines, je l'automatise, tu vois. Donc, je continue à avoir ces sources de revenus. Et je me dis, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais de mon temps? Et je rencontre un entrepreneur à ce moment-là. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui explique ce que je fais. Et il me dit, waouh, c'est génial. Et il est sophrologue en cabinet, tu vois. Et il me dit,
est-ce que tu penses que ce que tu fais là, la pub Facebook et tout, ça pourrait marcher pour mon cabinet? Je dis, bah ouais, je pense. En tout cas, on peut essayer. Et voilà, c'est un pote. Et du coup, on met en place ça dans les 3 semaines qui suivent. Et en fait, 2 mois après, il fait x2,5 sur son chiffre d'affaires. Tu vois. Juste avec un peu de pub Facebook, changer un peu la page sur laquelle il redirige les gens et tout ça. Je me dis, waouh, ça marche. Et en fait, je pourrais aider beaucoup plus de gens avec ces compétences. Le marketing me passionne à ce moment-là. Je me dis, je pourrais aider beaucoup plus de gens. Et là, on est en novembre 2017. Et là, je me dis, OK, je vais lancer à leader de ton marché. Et bah, là, les choses ont vraiment décollé, puisque au moment où j'ai lancé le leader de ton marché, 9 mois plus tard, je faisais mon premier mois à 120 000 et je faisais que des mois à entre 100 et 150 000. Et après, on a continué à grandir. Et aujourd'hui, on fait entre 3 et 5 millions par an, 2 ans et demi plus tard. C'est génial. Est-ce que ça a été aussi facile que ça? Parce que tu racontes que tu as dû faire des tests, des essais, des erreurs. Voilà. Déjà, je pense que j'ai dépassé les 4 minutes. C'est pour ça que c'est pour ça que je t'ai demandé, je le raconte en 4 minutes ou je le raconte en... Parce qu'effectivement, non, ça n'a pas été aussi facile. En fait, je ne me suis pas rendu compte parce que ça m'a passionné. Mais c'est vrai qu'avec le recul, et j'étais en coloc, en fait, toute cette phase où tu vois, j'ai eu la première phase pâtisserie où j'étais chez ma mère, et ensuite j'ai pris une coloc. Dans toute la phase à mental d'acier, j'étais en coloc. Toute la phase leader de ton marché, en tout cas la première partie, j'étais en coloc. Et aujourd'hui, tu demanderas à mon coloc, c'est vrai qu'à chaque fois, il me raconte ça, il me disait, j'ai halluciné, quoi. Tu te levais à 6 heures du matin. Je te voyais, j'arrivais dans la pièce principale, tu étais devant ton ordi à geeker là, sur tes tunnels, sur tes pubs Facebook, tout ça. Et, et j'allais me coucher à 22h, 23h, tu étais encore sur ton truc, quoi. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu une période, ça n'a pas duré 2 ans, tu vois, mais j'ai vraiment une période de, allez, je pense 3 mois, sur lequel j'ai vraiment l'impression que je faisais 6 heures du matin, 22h, 23h, tous les jours. Tu vois. Après, ça me passionnait, tu vois. Donc, forcément, j'ai eu plein de merde, ça n'a pas toujours marché, ça a bugué, j'avais pas les conversions que je voulais, j'avais pas les résultats que je voulais. Pour autant, pour moi, c'était tellement important et j'avais tellement envie de le faire qu'il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, ah, c'est quoi, ça va pas marcher, j'arrête. Dans ma tête, c'est qu'une question de temps, tu vois. Et j'adore cette citation qui dit que échouer, c'est abandonner avant d'avoir réussi. Pour moi, c'était ça. J'échouais pas vraiment, en fait. J'apprenais. J'obtenais juste du feedback. Et c'est erreur, et c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, exactement, ouais. Et tu fais un parallèle très fort entre le sport, finalement, et l'entrepreneuriat? Euh, Pas consciemment, mais par contre, je vois effectivement que dans le sport, j'ai développé tout un lot de qualités qui sont tout un lot de qualités et de compétences plus de savoir-être qui m'ont apporté énormément dans l'entrepreneuriat et qui m'apportent encore. C'est-à-dire que, euh, tu vois, je vois chez pas mal d'entrepreneurs qui vont être anxieux, qui vont stresser, qui vont paniquer quand ça marche pas, qui vont se dire, ouais, ça marchera pas ou quoi. Bah, c'est sûr que dans le sport, tu apprends la persévérance, tu apprends la détermination, tu apprends le fait d'avoir un truc en tête et tant que tu tombes pas par terre, tu continues, tu vois. Et il y a plein de trucs, plein de savoir-être que tu développes qui est sûr que bah, j'ai pas eu à les développer dans l'entrepreneuriat, je les avais déjà en moi, tu vois. Et les gens qui viennent te trouver dans le leader de ton marché, c'est quoi leur problématique à la base pour laquelle ils viennent te voir toi? Alors, on a différents programmes. Donc, notre premier programme, c'est avant tout parce qu'ils veulent, ils veulent obtenir plus de clients. Voilà, ils veulent obtenir plus de clients. Ils ont 2, 3 clients. Ils ont des clients par le bouche à oreille, mais ils sentent bien que c'est pas stable, en fait. Tu vois, que c'est anxiogène, c'est pas un vrai business. C'est juste, je croise les doigts et j'espère que ça va arriver. Et en fait, ils ont envie d'avoir une manière prédictible d'obtenir des clients et, et de mettre en place un vrai business. Et après, on a un deuxième type de client qui vient nous voir pour notre deuxième programme, sur lequel là, ils viennent nous voir quand c'est cool, ils ont plein de clients, ils ont une manière prédictible d'obtenir des clients. Ils font peut-être aller entre 100 000 euros par an et 1 million d'euros par an, mais par contre, ils sont sous l'eau, quoi. Ils sont sous l'eau, ils travaillent trop, ils n'ont pas de système, tout repose encore sur eux dans l'entreprise et ils veulent bien sûr générer plus d'argent, mais ils veulent aussi créer un vrai business et non pas une sorte de job bien payé, tu vois.
ils veulent mettre en place des systèmes, recruter des équipes, voir comment est-ce qu'on crée une vraie entreprise et pas juste un job où j'ai l'impression d'être entrepreneur, mais en réalité, c'est juste un job, tout repose sur moi, quoi. Ouais, et donc là, quelque part, vous les amenez à développer leurs compétences personnelles ou vous amenez les compétences et vous le faites pour eux? Non, on les amène à développer leurs compétences, leur savoir-faire et leur savoir-être, parce que je pense que c'est 20% de stratégie et 80% de psychologie. Donc, on les accompagne sur ces deux aspects-là. La psychologie, c'est super important et ça fait partie aussi de la passion. J'imagine que parfois, il y a des entrepreneurs qui ont perdu cette passion. Vous les aidez aussi à la retrouver, à mettre en place des schémas mentaux. Oui, bien sûr. Et quels sont les résultats que tu as engrangés au cours de ces 4 dernières années avec Leader de ton marché Quand tu dis résultat, c'est pour moi, pour mes clients? pour tes clients? Ok. Pour mes clients, là, par exemple, tu vois, sur les 12 derniers mois, on a plus de 10 clients qui sont passés de moins de 15 000 euros par mois à franchir la barre des 100 000 euros par mois en 12 mois. Donc, ça, c'est super cool. Je suis super content de ces résultats-là. Sinon, après, je pense on a eu plus de 1000 clients. On a eu entre 1000 et 1500 clients ces trois dernières années. Et sur ces 1000 à 1500 clients, je ne peux pas te dire exactement les résultats, mais en tout cas, je pense qu'on en a aidé au moins la moitié à multiplier leur chiffre d'affaires par 3 ou 4, quoi. C'est quoi les freins des gens qui veulent mettre ce genre de choses en place ou qui se retrouvent face à ce marketing digital qui existe, qui ne s'y retrouvent pas et c'est quoi leurs freins de manière générale? J'ai entendu parler de peur du succès. C'est quelque chose qui te parle? Non, je ne crois pas à ça, moi. Je ne crois pas à ça. Euh, Ça dépend, hein, tu vois, c'est assez large comme question. Mais si on prend spécifiquement les gens qui ont peur du marketing ou qui ne sont pas à l'aise avec le marketing, bah, souvent, c'est qu'ils ont une perception totalement erronée de ce qu'est le marketing. Et ils pensent que soit c'est hyper compliqué techniquement et ils se focalisent uniquement là-dessus, soit ils se focalisent sur oui, mais moi, j'ai pas envie d'utiliser des techniques de manipulation et pas éthiques. Mais en fait, bon, déjà, la technique, soit tu as envie d'apprendre, soit tu le délègues. Et en fait, tu peux avoir quelqu'un qui s'occupe de toute ta technique pour 1000 euros ou 1500 euros par mois. C'est pas ça qui coûte cher, en fait. C'est la stratégie. C'est pas dans la technique. La technique, c'est juste un véhicule, tu vois. Ce qui compte, c'est le message, c'est le message, c'est ton positionnement, c'est tout ça. Et là, si tu veux pas, entre guillemets, utiliser, si c'est quelqu'un qui a peur d'utiliser ces techniques d'influence, de manipulation ou quoi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marketing, ça veut juste dire to market, c'est mettre sur le marché. Tu vois. Faire du marketing, c'est juste dire je mets mon produit sur le marché. Voilà, je le fais connaître, il va exister et je vais amener les gens à se rendre compte de en quoi est-ce que mon produit peut changer leur vie, peut faire une différence dans leur vie, peut nourrir un besoin qu'ils ont, répondre à un problème qu'ils ont. Et c'est tout. Et donc pour moi, c'est une démarche enfin, c'est une manière de voir le monde, je trouve, qui est assez puérile, tu vois, de dire non, mais moi, j'aime pas le marketing, ça m'intéresse pas, tout ça, je veux juste que les gens viennent vers moi. Ok, bah, si tu veux juste que les gens viennent vers moi, ils viendront pas chez toi, en fait, parce que tu n'existes pas, tu vois. Donc, soit le jour où tu en as marre, en général, tu vas remettre en question cette manière de voir le monde. Il y a 12 000 façons de faire du marketing, et sur ces 12 000, il y en a sûrement 11 999 qui ne correspondent pas. Donc, à toi de faire du marketing de la manière dont on a envie, dont tu en as envie. Les outils, c'est une chose, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as envie de porter comme message, en fait. Parce que c'est ça, c'est mettre ton message sur le marché. Quel message tu as envie de faire porter à tes clients, au marché? Quelle idée est-ce que tu as envie de transmettre? Pourquoi est-ce que tu crois vraiment que ton produit il peut servir les gens? Et, et aussi, il y a un truc sous-jacent qui est parfois, euh, les gens se cachent derrière ce truc de oui, moi j'aime pas le marketing, c'est pas éthique. En fait, c'est juste qu'ils ne croient pas réellement dans leur produit. Alors forcément, aller t'exposer devant 10 000 personnes, dire je crois en mon produit, venez acheter-le, bah, si tu ne crois pas, tu préfères te cacher derrière des excuses de marketing et j'aime pas le marketing et la vente. Tu vois. Syndrome de l'imposteur, c'est encore assez courant. Ouais, mais parfois il a du sens, tu vois.
je suis pas. Enfin, je pense que parfois il a du sens. C'est-à-dire que si t'es pas bon, bah, heureusement que tu as le syndrome de l'imposteur. Ouais. Maintenant, ça peut être aussi une façon de se remettre en question de manière régulière, de se former et de trouver de la force dans ce qu'on fait, le syndrome de l'imposteur. Mais tu as le syndrome de l'imposteur qu'à partir du moment où tu exagères quelqu'un sur le marché, un concurrent ou quoi. C'est-à-dire que syndrome de l'imposteur, c'est juste je me sens pas assez, ok, par rapport à ce que je perçois à l'extérieur. J'ai l'impression que tout le monde est bon et moi je me dis que je vais être nul, tu vois. Et ça, effectivement, c'est juste un travail de mindset. C'est juste aller équilibrer tes perceptions et voir que tout ce que tu vois à l'extérieur, tu peux le voir à l'extérieur que parce que tu l'as à l'intérieur et que tu as juste besoin d'apprendre et que tu es quelqu'un qui te compare et tu as besoin d'apprendre à arrêter de te comparer. En fait, avec le leader de ton marché et les coachings ou les solutions que tu proposes, on est clairement sur le marketing digital, ce n'est qu'un outil. Finalement, ce qui compte, c'est Ah ouais, bien carrément. soi-même. Carrément, effectivement, le marketing, c'est un outil, c'est un papier cadeau, tu vois. Je veux dire, c'est juste le papier cadeau, c'est juste un vecteur, c'est rien, tu vois. Je veux dire, la pub Facebook, c'est rien. Tout le monde a la pub Facebook, a le mot la pub Facebook, la pub YouTube ou quoi. Mais en fait, on s'en fout de la pub Facebook. Ce qui compte, c'est quel message est-ce que tu vas utiliser, tu vois. Que ce soit Facebook, dans 2 ans, enfin, ça commence déjà à être YouTube Ads. Il y a 10 ans, c'était Google Ads, ok. C'est juste des vecteurs qui ne sont pas très compliqués à apprendre ou qui ne sont pas très compliqués à déléguer. Par contre, le vrai truc, c'est, OK, tu vas faire de la pub, mais tu vas dire quoi dans cette pub? Et qu'est-ce que tu as envie de dire dans cette pub? Et qu'est-ce qui va convertir? Et qu'est-ce que tes clients ont besoin d'entendre pour venir vers toi? Et ça, c'est le vrai truc. Au niveau du marketing digital et de tout ce qui se passe sur Internet aussi, on se rend compte très fort qu'on va beaucoup vers la personnalisation. Toi, tu as fait quasiment de ton nom une marque, quelque part, c'est une tendance qu'il ne faut pas oublier non plus. Et on a parfois la facilité de se cacher derrière son logo. Ouais. Effectivement, je pense que sur Internet, et en général d'ailleurs, les gens s'attachent beaucoup plus facilement à une personne qu'à une marque. Donc, je pense que c'est important de développer un professional branding, tu vois, donc une vraie image de marque. Mais si tu veux aller vite et si tu veux créer de la relation avec les gens et créer une communauté, souvent, c'est plus facile de le faire en combinant avec un personal branding et réellement, parce que les gens vont s'attacher à toi, pas à une entreprise en général, pas à une marque en général, ou au bout d'énormément de temps ou avec des budgets publicitaires énormes. C'est-à-dire que Nike, ouais, par exemple, tu t'attaches à Nike ou tu t'attaches à Apple, mais ça a demandé combien de budget marketing pour ça? Ça a demandé quel budget pour que finalement tu t'attaches à Apple? Alors que t'attacher à une personne, des fois tu tombes sur des vidéos YouTube, le gars, tu regardes 2 vidéos de lui, tu l'adores, tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, le personal branding, c'est quelque chose qui est ultra important. Et souvent, on met beaucoup de complexité autour de ça. C'est quoi le personal branding? On va lire 3 livres autour de ça. Au final, ce que je crois, c'est juste à partager un message, être toi-même et parler de ce en quoi tu crois. Et donc, finalement, tes valeurs rejoignent celles de ton business. C'est clair, ouais. Ça, c'est super important aussi à l'heure actuelle. Ici, on s'adresse à un public qui est plutôt belge, francophone. On sait qu'on est un peu... on regarde très fort ce que vous faites en France et on est un peu en retard. J'ai envie de dire tant mieux pour nous parce que vous faites les erreurs et nous, on essaie de ne pas les reproduire. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un entrepreneur belge, un commerçant belge qui nous regarde en disant par quoi il faut commencer? Je sais pas. Parce que déjà je sais pas trop où on est la France en termes de magasins. J'ai pas été dans un magasin en France depuis Ah non? 1 an et demi, ouais. Parce que je n'ai pas vécu le confinement en France et je suis toujours pas en France. Mais je pense que la première chose, c'est réellement de comprendre qui est ton client idéal. Okay. Par exemple, si quelqu'un qui a un magasin physique, c'est de se demander, OK, c'est qui mes 3 à 5 meilleurs clients de mon magasin aujourd'hui? Les gens qui reviennent tout le temps, qui sont fidèles, qui parlent peut-être de moi.
ces gens-là, c'est quoi leur peur, c'est quoi leur frustration? C'est quel besoin est-ce que je nourris? Pourquoi est-ce que ce client il revient plus que les autres? Et à partir de là, baser tout son marketing sur cette personne. Parce que souvent, on veut directement faire du marketing, faire de la pub, faire toutes ces choses-là. Mais la première chose que tu dois définir dans ton business, c'est à qui est-ce que je m'adresse, tu vois. Parce que derrière, tout ton business va être tourné autour de ça. Tout ce que tu vas créer, tout le message que tu vas porter sur le marché, il a toujours pour but de créer du lien, de créer de la conversation et d'amener ce client, cette personne, à venir chez toi. Et si ton client idéal, c'est quelqu'un qui a 55 ans, une femme de 55 ans, tu ne vas pas t'adresser, tu ne vas pas avoir la même communication que si ton client, c'est un homme de 22 ans, par exemple. Tu vois. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment la première chose, définir son client idéal. Certains appellent ça l'avatar, d'autres le persona, donc peu importe comment tu l'appelles. Mais c'est vraiment être ultra clair là-dessus, en avoir un, deux ou trois, et à partir de là, définir toute ta communication autour de ça. Mais c'est vraiment la première chose. Et le fait de se faire accompagner aussi par des professionnels, peut-être à certains moments. C'est clair, c'est-à-dire que oui, le marketing digital, c'est complexe. Okay, c'est clair, mais tu n'es pas obligé de te faire accompagner par un professionnel, mais ça va te prendre des années en fait. Tu vois. Et j'ai toujours eu cette démarche pour moi de quand j'ai envie d'apprendre quelque chose qui est vite ou alors de devenir excellent dans quelque chose, forcément je vais prendre un coach. J'ai pas jamais eu une période dans le sport de haut niveau dans lequel j'ai pas eu de coach, tu vois, et j'en ai même plusieurs. Et là par exemple, je te prends un exemple, c'est qu'on a avec ma chérie, on a commencé la danse là il y a 2 mois. Elle me dit j'aimerais bien qu'on danse ensemble et tout. Je sais que je suis nul en danse. Ok, on va prendre un coach et on fait pas un coach, mais en tout cas un entraîneur, un entraîneur, et on fait 2 séances en individuel avec lui par semaine, tu vois, et forcément, le niveau que j'ai acquis en 2 mois, je pense que si j'avais fait tout seul, si j'avais essayé d'apprendre à danser tout seul, ou j'avais été dans des soirées, je m'étais dit, je vais apprendre, c'est quelque chose, en 2 mois, j'apprends ce qui m'aurait fallu peut-être 2 ans pour apprendre tout seul, tu vois. Et donc, oui, effectivement, je ne le précise pas parce que c'est tellement dans ma manière de penser, mais pour te dire, tu vois, on est sur les 4 dernières années, j'ai dû investir à peu près 400 000 euros en coaching, formation, mastermind. Ah ouais, continue à te former quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, encore aujourd'hui, tu vois, là j'ai en ce moment, on dépense 20 000 euros par mois pour du coaching de la formation. Là, juste après toi, j'ai un call avec un consultant marketing, tu vois. Consultant marketing, c'est mon métier, mais je continue à me former et c'est un truc qui nous coûte 150 000 euros sur 6 mois, tu vois. Parce qu'on veut toujours aller chercher, être coaché par les meilleurs, être entraîné par les meilleurs, parce que je crois que c'est que comme ça que tu progresses, tu vois. Et à ce niveau-là. Et ça, effectivement, tu vois, c'est effectivement une mentalité qui me vient du sport de haut niveau. Quand tu me disais tout à l'heure, est-ce que ça t'a aidé? Je pense que dans les sports de haut niveau, il n'y a aucun sportif de haut niveau qui se dit tiens, je ne vais pas avoir de coach. Tu vois. Je pense que c'est quelque chose que j'ai pris dans ma vie. Et tu te formes toi ou tu aides tes équipes à se former aussi Tout, les deux. Ok, donc quand tu parles de montant comme ça, c'est parce que tu fais profiter aussi tes équipes de formules de coaching. Si je prends les équipes, on est sur 300 000 par an. Ah oui, ok, d'accord. Donc, ouais. Je prends les coachings et les formations des équipes. Ouais. Ah bah top. Donc, la leçon qu'on retiendra de ça, c'est de se former toute sa vie, quoi qu'il arrive, de toute façon. Ou en tout cas, de se faire bien accompagner, c'est clair. Yes. Super. C'était super intéressant. Je suis vraiment content d'avoir fait cet entretien avec toi. J'ai peut-être une question par rapport à ce que tu as dit au début, qui est une question très, très intéressante, évidemment. C'était quoi ta meilleure recette qui a cartonné sur ton blog? Honnêtement, je ne sais plus du tout, mais ça devait être un dessert au chocolat ou un truc comme ça. Et tu fais toujours de la cuisine ou Non, j'ai fait. Non. tu cuisines plus? Non, je cuisine plus, mais j'ai plein de raisons. Tu vois, c'est que si t'es vraiment passionné de cuisine ou de pâtisserie, tu kiffes avoir du matériel. Tu as besoin de plein de matériel, encore plus en pâtisserie, tu vois. Et comme
comme aujourd'hui, je vis un peu partout dans le monde et j'ai 2 valises, ben, c'est assez compliqué, tu vois? Je vis que dans des Airbnb, j'ai 2 valises, donc c'est assez compliqué pour moi de faire de la cuisine. Et tu es où là d'ailleurs? Là, je suis à Dubaï. Ah ouais, ok. Ah bah, super. Bah écoute, je te remercie de m'avoir accueilli à Dubaï. Alors, ça fait un peu de soleil ici parce qu'en Belgique, il fait pas très beau. Et alors, bah, je te laisse le mot de la fin. OK, je te remercie avec ça. C'est toujours, toujours facile de laisser le mot de la fin. Non, je souhaite vraiment à toutes les personnes de croire suffisamment en elles pour se donner les moyens de vivre leurs rêves parce que, tu vois, il y a 5 ans, je pense que personne n'aurait misé sur moi. Tu vois, je veux dire, j'étais mal dans ma peau, j'avais pas d'amis, je détestais mes études, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire après, j'avais pas de copine, je m'aimais pas et j'avais tout ça. Et en fait, en prenant la décision je me suis dit, je peux tout apprendre en fait. Ce que je suis aujourd'hui, c'est pas limité. Ce que je suis aujourd'hui, je peux décider d'être quelqu'un d'autre demain. Je peux décider d'apprendre plein de choses, d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à m'accepter, d'apprendre à avoir confiance en moi, d'apprendre à faire ce qui m'inspire, d'apprendre à prendre des risques, d'apprendre à faire du marketing, d'apprendre à vendre. Et au final, j'ai tout ça, je l'ai appris, tu vois. Il y a 5 ans, j'avais rien de plus que les autres. Juste, j'ai décidé d'apprendre. J'ai décidé de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour avoir aucun regret au dernier jour de ma vie. Et c'est fou ce qui peut se passer en 5 ans, tu vois. Et je me dis, waouh, s'il se passe tout ça en 5 ans, qu'est-ce qui va s'en passer en 20? Qu'est-ce qui va se passer en 50? Et je pense que dès lors qu'on se donne les moyens d'honorer ses rêves, d'honorer ce qui est vraiment important pour nous, il peut se passer des trucs de dingue et tout devient possible. Donc, je souhaite aux personnes de croire suffisamment en leurs rêves pour ça. Top, c'est super. Bah écoute, je te souhaite une bonne journée à Dubaï et au plaisir d'avoir de tes nouvelles bientôt. Merci Yann. Salut.